19h45, la barre info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 2 juillet 2024. Le général de brigade Abdraman Chani a signé le 1er juillet 2024 une ordonnance portant suspension de la délivrance des titres de détention coutumière. Cette décision n'a pas laissé indifférent le syndicat national des agents, sociétés et lotisseurs immobiliers du Niger dans ce reportage signé Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Interdiction aux autorités administratives et coutumières de procéder à toute délivrance d'attestation de détention coutumière jusqu'à nouvel ordre. Voilà ce qu'a décidé le chef de l'État. Cette décision du président du CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, est saluée à sa juste valeur par le syndicat du secteur du lotissement et l'immobilier au Niger, qui estime que c'est pour l'assainissement du secteur. Nous devons remercier les autorités du CNSP de vouloir assainir le foncier, parce que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes dans le foncier. Notre syndicat a eu le privilège de rencontrer le ministre de l'Urbanisme, le gouverneur et l'administrateur délégué de la ville de Niamey. Et tous nous ont montré leur ferme détermination d'assainir très clairement. Cette décision, qui concerne tous les terrains relevant du domaine public et même privé de l'État, pose des zones d'ombre pour ce syndicat. Quand il y a du flou, il faudrait réparer ce flou d'abord. Parce que la situation, la décision, l'ordonnance là, n'apparaît pas très clairement. Il faudrait d'abord bien clarifier ça. Parce qu'il y a tous les jours des transactions. On ne peut pas interdire, parce que tous les jours, quand vous voulez vendre un bien, vous le vendez. C'est votre propriété. Donc il faudrait bien définir de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de tous les particuliers ou bien il s'agit du domaine de l'État? Donc que ce soit clair. Parce que là, la population est dans une confusion totale. À quand la fin de cette interdiction aux autorités administratives et coutumières de procéder à toute délivrance d'attestation de détention coutumière White and Sea? Dans un communiqué conjoint du Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zen et les deux anciens chefs d'État du Bénin, Nicéphore Sogolo et Boni Yahi, le 26 juin 2024, le Niger affirme à travers ce communiqué sa disponibilité à dialoguer et mettre en place une commission tripartite en vue d'un retour au bon voisinage. Réaction du Front patriotique pour la souveraineté à travers Ibrahim Bana. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a donné droit, en respectant la tradition africaine de respecter les autres quand ils visitent notre pays, a donné droit à une des demandes des deux anciens chefs d'État, à savoir la mise en place d'un comité tripartite chargé de regarder les conditions dans lesquelles on peut avoir un retour à la normale entre le Niger et le Bénin. Mais au fond, on retient que l'une des exigences de notre pays a été réaffirmée dans le communiqué, puisqu'il faut rappeler que c'est sur des questions purement sécuritaires que la brouille continue entre le Bénin et le Niger, parce que nous estimons que le Bénin est devenu un sanctuaire de terrorisme qui menace la sécurité publique dans notre pays. Donc nous osons espérer que dans le cadre de ces négociations, cette constante-là sera prise en charge. Et que tant que du côté du Bénin, il y aura la présence des forces nuisibles à notre pays, que notre pays continuera à garder ses frontières fermées entre nous et le Bénin. Nous continuerons à penser et à croire que c'est le Bénin qui doit faire le plus dur pour que les relations entre nos deux pays redeviennent normales. C'est au peuple de rester vigilant et résilient. Nous savons que c'est difficile, mais c'est justement le chemin de la souveraineté qui est comme ça, qui est difficile. L'indépendance et la souveraineté ont un prix. Nous avons décidé d'emprunter cette voie de l'indépendance et de la souveraineté. Donc, par conséquent, nous devrons être prêts à aussi accepter le sacrifice que cela suppose.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique, la CEDEAO prévoit la création d'un groupe de 5000 militaires. Dans cette initiative, elle appelle les pays membres de l'AES à la joindre. Que pensent les acteurs de la société civile de cette synergie d'action, suivant le président du Front patriotique pour la souveraineté, Michael Zodi? Des années que les terroristes endeuillaient nos familles, s'attaquer aux 3 pays, ils n'ont pas décidé de cela. C'est maintenant quand ils ont constaté que nous sommes en train de faire une synergie d'action pour sécuriser nos frontières, c'est en ce moment qu'ils reviennent avec sous une autre forme pour nous dire que c'est maintenant qu'ils vont mettre en place une force en attente pour combattre le terrorisme. Après des milliers de morts, après des milliers de familles qui ont quitté des foyers, qui ont quitté leur village, que c'est aujourd'hui les médecins après la mort. Bon, s'ils sont de bonne foi, parce que espérons que ce n'est pas encore une autre manigance, s'ils sont de bonne foi, je pense même que les dirigeants de l'AES sont capables de détecter leur comportement et voir dans quel cadre effectivement nous pouvons collaborer. Nous n'avons pas fermé la porte à qui que ce soit. Quand ils vont venir, tout compte fait, nous sommes plus membres de la CEDEAO. Et quand ils vont décider, il peut y avoir une réunion entre les 2 communautés pour voir comment travailler main dans la main en se respectant, notre souveraineté pour pouvoir endiguer ce problème-là. Sinon, c'est un non-événement. C'est juste encore, si aussi ils doivent se départir. D'abord, c'est un préalable, ils doivent se départir de l'impérialisme qu'on avait chassé chez nous. Parce que nous savons que la CEDEAO n'a pas de financement. Nous savons que la CEDEAO a toujours été pistonnée par ces gens-là. Et que nous savons que ces gens-là ne viennent pas pour finir avec le terrorisme, mais pour pouvoir maintenir le terrorisme, pour pouvoir effectivement continuer à engranger nos ressources. Donc ça, nous n'accepterons pas. L'énergie d'action, d'abord, il faut que nos armées soient au devant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous dicter ou venir nous développer une stratégie. La stratégie est que nous n'avons pas besoin d'hommes au sol. Si la CEDEAO est prête avec les moyens qu'ils disposent, ils nous donnent les équipements, ils nous donnent, s'il y a des cadres qui puissent être formés, qu'on les forme. C'est uniquement nos forces de défense et de sécurité, c'est leur mission régalienne de défendre l'intégrité de notre territoire. Donc personne ne va venir nous dicter quoi que ce soit, personne ne va venir dire qu'ils sont là et que c'est eux qui doivent prendre le devant de la lutte. Non, c'est fini et c'est une question de souveraineté et que les gens doivent comprendre que nous ne pouvons pas sous-traiter notre sécurité. Allons à la découverte de la fabrication du four traditionnel utilisé par les femmes pour la cuisine. Ces fours pignon sur roue sont surtout pratiques en cette période de pluie. C'est un reportage signé Nana Firdaus Saleh et Nasser Seydou. La fabrication du four traditionnel est un processus complexe qui allie savoir-faire, expertise et respect de l'environnement. Ces fours sont confectionnés et disponibles au marché Katako du Niamey à des prix abordables. Un artisan nous fait découvrir le processus de la fabrication des fours traditionnels. Les fours, Dieu merci, on arrive à en écouler un peu. Les outils rentrant dans leur fabrication, nous les trouvons en ville et parfois à l'extérieur. Bien que le prix soit abordable, les vendeurs déplorent la rareté des clients. La seule difficulté est au niveau de la commercialisation. Les clients se font de plus en plus rares et les prix ont chuté. Mais ils connaîtront une hausse pendant l'hivernage. Nous fabriquons même des fours pour les gaz.
La fabrication des fours traditionnels représente une véritable fusion entre l'histoire, la culture et l'art et permet de créer des pièces uniques et intemporelles. Parlons à présent de ce précieux et vital liquide qu'est l'eau, dont l'accès à celle de qualité se pose avec acuité pour certaines populations. Dans plusieurs quartiers de Niamey et même à l'intérieur du pays, les populations souffrent de l'accès à l'eau potable. Le reportage est signé à Nafissatou Yahya dans le cadre d'un partenariat Labari IMS. Selon les données du ministère nigérien de l'hydraulique et de l'assainissement en 2020, seulement 49% de la population urbaine bénéficie d'un service optimal d'eau potable contre 2% pour les populations rurales. Parmi cette population urbaine à Niamey, plusieurs quartiers font face à une pénurie d'eau, surtout pendant la période de forte chaleur. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène à Niamey, selon Dr Younsa Hassan, géographe aménagiste. L'accès à l'eau potable, c'est traduit d'abord par une sorte d'écrit, si vous voulez, et un modèle que vous voyez ici, à travers cette image autour du fleuve Niger. Au niveau de la ville de Niamey, surtout notamment au niveau du premier arrondissement communal, à partir du plateau, où le service d'eau a commencé avec la construction du premier château d'eau, vous avez dans cet espace le réseau qui est presque diffus. Vous savez, le réseau qui passe partout. Donc, ce qui fait que c'est comme si, au fur et à mesure que vous vous éloignez du fleuve, vous êtes en train de vous éloigner d'un meilleur accès à l'eau potable. Et le problème est lié à l'éloignement des infrastructures et équipements. À partir du mois de mars, les températures augmentent et provoquent une hausse de la demande d'au moins 20% en eau. Si vous regardez la production d'eau au cours de l'année par rapport à lien avec les températures, vous allez voir que dès que les températures commencent à augmenter, il y a une hausse des besoins en ville. Donc, ce qui fait que ceux qui se trouvent au niveau des périphéries, même l'eau qui est produite au niveau des usines de Goudel et Intera ne peut pas être refoulée. Autre facteur aussi qu'on peut expliquer, c'est lié vraiment à la croissance urbaine anarchique. Parce qu'on s'est trouvé dans une situation où, au moment où la ville grandissait, les infrastructures et équipements ne suivaient pas. Pour faire face à ce problème d'eau dans ces quartiers à Niamey, un modèle d'aménagement hydrique s'avère nécessaire, selon toujours Dr Younsa. La pénurie, c'est un facteur qui est socialement construit. C'est-à-dire, en fait, la pénurie, c'est surtout provoqué par les usages de l'eau. Donc, puisque c'est une mauvaise utilisation de l'eau, une mauvaise répartition de l'eau, par exemple, nous, au niveau du laboratoire, les réflexions que nous menons pour aider à améliorer, c'est d'essayer de trouver un modèle d'aménagement qui permet d'atténuer les souffrances de ces populations qui sont au niveau de ces troisième territoires qui est au niveau de la périphérie. Donc c'est un modèle sur lequel nous continuons à travailler, qu'on appelle le modèle du PESOL, qui essaie d'appréhender l'ensemble des services qu'on a dans la ville de Niamey afin de faire une répartition qui va permettre d'avoir un équilibre hydrique. Des efforts sont fournis par les autorités pour pallier ce problème d'eau. C'est pourquoi il appelle à la responsabilité de la population. Il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont faits quand même avec la construction de la 4e filière au niveau de l'usine de Goudel qui a une capacité de 40 000 m3, donc qui a augmenté la capacité à l'échelle de la ville. Donc il faut dire, puisqu'on dit que c'est vraiment un facteur qui est socialement construit, donc c'est provoqué par les usages de l'eau et les phases techniques aussi. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'échelle, à l'endroit de la population, c'est vraiment de les appeler à la responsabilité, à la sobriété, à utiliser l'eau avec parcimonie. Surtout ceux qui se trouvent, ceux qui sont proches des infrastructures. Il ne faut pas oublier que dans la journée, quand vous ouvrez vos robinets, vous les laissez ouverts, vous empêchez à ceux qui sont éloignés des infrastructures d'avoir de l'eau. Au Niger, moins d'un habitant sur deux a accès à l'eau potable.
C'est pourquoi la gestion saine et durable de cette denrée est essentielle pour l'atteinte de l'objectif de développement durable d'ici 2030. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.